Elle est en quête de sérieux. Rachida Dati ne veut plus du statut d'icône de la diversité, de rockstar de la politique. Elle ne veut plus qu'on la réduise à ses petites phrases, à ses coups de griffe. Elle aspire à être reconnue désormais pour son travail et sa connaissance des dossiers. Son nouveau sujet de prédilection, la radicalisation. Mais comme tout le monde, l'ancienne ministre de la Justice garde un œil sur la poussée du FN. À 15 jours des départementales, elle cherche les mots justes pour convaincre les électeurs. Et puis Claude Veil tentera de comprendre pourquoi tant de haine contre Christiane Taubira. Vos questions, vos commentaires par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique, c'est parti. Ce jour-là, elle est l'une des 3 députés français dans l'hémicycle. Sujet du jour, pas forcément glamour, la protection des droits fondamentaux. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur le Directeur, je vous remercie. Les longues réunions en traduction simultanée, le sérieux, le rythme bruxellois, elle a bien dû s'y faire. Moi qui suis quand même pas d'un tempérament très passionné, ça me convient parce que vous avez du ton et de la sérénité pour échanger. Ça vous convient? Ça me convient parce qu'on n'est pas dans l'affrontement permanent. Moi, en tous les cas, ça me convient. Ça peut me canaliser parfois. Bonjour. Au Parlement ces jours-ci, Rachida Dati vient d'hériter d'une mission phare, la lutte contre le djihadisme européen. Sajjad Karim est député du Parti conservateur anglais, l'UMP britannique. Il vient proposer son aide, l'expérience du Royaume-Uni. Tout d'abord, j'ai été enchanté d'apprendre votre nomination à la tête de cette mission. Ça a été un rapport qui m'a été attribué parce qu'on considère qu'il y a une urgence à ce qu'on puisse trouver des solutions au niveau européen. Certains considèrent que c'est une défense ou de l'islam ou d'une cause politique. La barbarie ne peut pas être un sujet ou un prétexte pour défendre une quelconque cause. Le député british, apparemment sous le charme de l'ancienne garde des Sceaux. Ce que je sais d'elle, dynamique. Pourquoi? Elle a cette étincelle. Vous savez, la politique, c'est fait par des gens qui peuvent réaliser des choses comme ça. Et elle fait partie de ces gens-là. Le côté sympa du Parlement européen, ça fait grand campus. Parce que c'est plein de nationalités, donc c'est ce côté sympa. Vous ne mentez pas? Puis retour à Paris en première et à grande vitesse, ce qui va assez bien à Rachida Dati. Une carrière politique jeune, mais déjà très riche dans le sillage de Nicolas Sarkozy et qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. J'ai tellement été bousculée, secouée souvent. Moi, tous les jours, j'avais droit à une polémique, qu'elle soit majeure, mineure. Donc, du coup, vous êtes parfois dans... C'est pas l'ivresse du pouvoir, vous êtes dans la secousse permanente. Donc, le fait après d'avoir finalement le même type d'agenda sans les secousses, c'est pas désagréable. Son abri anti-secousse, c'est ici, la mairie du très chic 7e arrondissement de Paris. Madame le maire remet ce soir-là les médailles du travail à ses administrés. Vous incarnez cette valeur travail dans ce qu'elle a de plus noble. Je veux rendre hommage d'ailleurs au professionnalisme et au sens du devoir que vous avez démontré. Ah, la valeur travail, notion chérie de la Sarkozy, comme au bon vieux temps celui des ministères, de l'hyperaction au sein de l'exécutif. Mais promis, pas de nostalgie. J'ai eu plus d'émotion à être élu maire du 7e arrondissement de Paris qu'avoir été nommé ministre de la Justice. Même si ça a été un très très grand honneur, je ne le renie pas, mais c'est une émotion différente parce qu'on vous a voulu, vous avez une légitimité et puis vous êtes encore plus enraciné. S'enraciner, conforter cette légitimité pour mieux rebondir au sein d'une droite en recomposition. Être une femme politique qui compte. Rachida y croit, les Français aussi un peu. Selon ce sondage paru ce matin dans le journal du dimanche, Rachida Dati pointe à la 11e place du classement des femmes politiques préférées des Français. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Alors, un reportage signé Fabrice Hauss et Maxime Logier dans lequel on voit, et c'est dans le journal aujourd'hui, que vous êtes classée 11e parmi les femmes politiques préférées des Français. Qu'est-ce qui vous manque pour être dans le trio de tête ?
Non, mais c'est échiquier, ce sondage, je ne sais pas comment il a été fait, mais je trouve que ce qu'il a de positif, c'est que tout l'échiquier politique est représenté. Vous avez, et puis, toutes ces femmes-là, on a toute une responsabilité nationale. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal que la politique ait progressé à ce point. Parce que vous auriez fait ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de femmes, en tous les cas, de manière aussi spontanée et à ce niveau de responsabilité. C'est quoi leur point commun à toutes, si on prend Christine Lagarde, Marine Le Pen, Ségolène Royal, ou celles qui sont ici, parmi lesquelles vous figurez? Même si on a parfois quelques divergences ou différences, une chose est sûre, c'est qu'on a du tempérament. Quand même. Et moi, je me souviens, parce qu'on était toutes ensemble au gouvernement, même avec Nathalie, on était très proches, parce que ce que je ne supportais pas à l'époque, c'était certains, pardon, je vais peut-être encore être désagréable, mais ce que je ne supportais pas, c'est que certains hommes, par exemple, du gouvernement, pouvaient dénigrer les femmes ministres, alors que franchement, elles faisaient du bon boulot et du boulot de terrain, et pas facile, et pas aidé. Est-ce que ça a changé ? J'ai toujours que, c'est-à-dire. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'à votre avis, le regard des hommes politiques sur les femmes politiques a changé? Oui, quand vous voyez certains commentaires sur Ségolène Royal ou sur Marine Le Pen, est-ce que vous vous dites ça bouge pas, c'est long, ça change pas? Non, mais c'est aussi un peu la nature humaine. Je voyais des sondages qui disaient que maintenant la majorité de Français, hommes peut-être, ne seraient pas dérangés si c'était une femme qui les dirige. Je ne crois pas que ce soit aussi vrai dans la réalité. Je trouve que pour le sondage, on est un peu au-delà de la réalité. Enfin, donc que ça change pas vraiment, ça change. D'abord, on est quand même des femmes privilégiées, il faut quand même le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on l'a voulu et on l'a choisi. On ne nous a pas forcé à être là où on est. Donc la virulence du milieu, si on en a marre, si c'est trop difficile, on le quitte. Hein. Est-ce que vous avez une forme d'admiration pour Marine Le Pen, pour Ségolène Royal ou pour Christine Lagarde? Pour Christine Lagarde, c'est peut-être plus facile, parce qu'elle est un poste au FMI ou un petit peu à la marge. Je suis toujours très mal à l'aise. Il y a eu, vous savez, c'est comme quand la journée de la femme, on prend toujours celles qui ont bien réussi et elles viennent raconter leur vie vis-à-vis des autres. Je crois que toutes les femmes, que ce soit en France ou ailleurs, elles n'aspirent pas à devenir dirigeante politique, président de la République ou président d'un conseil d'administration. Moi, je pense toujours à la majorité de ces femmes qui sont dans des difficultés professionnelles. Je m'explique. La politique, normalement, c'est le milieu le plus démocratique, puisqu'on est élu, donc c'est la démocratie, on légifère, on a quand même du pouvoir de changer la société. Et je trouve que c'est le milieu le moins démocratique qui existe. Je m'explique. Lorsque j'ai voulu faire ma liste municipale sur les dernières élections, moi j'avais souhaité mettre par exemple une gardienne d'immeuble, parce que le 7e arrondissement, on est un arrondissement où on a encore beaucoup de gardiennes d'immeubles, gardiens et gardiennes d'immeubles, et ce sont de vrais vigies vis-à-vis par exemple des habitants, notamment les habitants en difficulté, les personnes âgées. J'ai voulu la mettre en position éligible pour qu'elle puisse faire de la politique avec nous, parce qu'elles ont des choses à dire. Elles sont... voilà, mais c'est elle qui n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle a un emploi. C'est la compatibilité de l'emploi avec la vie politique. Moi, j'ai un agenda qui le permet, je peux m'organiser. Mais ces femmes-là, elles ne peuvent pas parce que l'employeur, il ne va pas lui laisser du temps pour faire de la politique. Et elle a des enfants à élever. Donc, quand même, la politique, et en particulier pour les femmes, ça reste quand même un milieu de privilégiés, socialement. Alors, je n'oublie pas, vous êtes une femme, mais vous êtes surtout une femme politique. On entre dans le vif du sujet. On y était déjà, mais là, plus précisément, c'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble de la classe politique, le Front National. Ce matin, Manuel Valls était invité d'Europe 1 et il a eu cette phrase. « J'ai peur pour mon pays, j'ai peur qu'il se fracasse contre le Front National ». Un Premier ministre comme Manuel Valls qui exprime sa peur, c'est le mot qu'il a utilisé, son angoisse. Vous êtes dans le même état d'esprit? Ça vous surprend? Non, parce que moi d'abord j'ai été très choquée par ses propos, comme j'ai été choquée par les propos qu'il a indiqués en disant je revendique la stigmatisation de Marine Le Pen. Mais comment faire augmenter le Front National avec ces deux types de phrases? Ces propos m'ont choquée. Quand on est Premier ministre de la France et quand on est au pouvoir, on n'a pas à avoir peur. Et le mot fracasser, que notre pays se fracasse, mais ce n'est pas des termes dignes d'un Premier ministre de la France. Et de stigmatiser Marine Le Pen, mais la stigmatisation, c'est pas dans notre rôle de responsable politique. Donc c'est avec ça qu'on fait augmenter le Front National. Et sur les sondages d'ailleurs qui donnent très haut le Front National, mais il a une responsabilité, il est au pouvoir. C'est quand même lui qui peut agir, c'est lui qui peut infléchir, c'est lui qui peut donner la direction et l'action. Il a le sentiment de le faire lorsqu'il fait campagne comme il le fait en disant on ne peut pas... Non mais quand il tient ses propos...
Il n'a pas le sentiment du tout de le faire. Et puis les derniers propos que vous avez aussi sans doute entendus, quand il dit non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats, quelle que soit l'issue des élections, je serai et je reste Premier ministre. Mais quel mépris, quelle arrogance pour nos institutions. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui y met fin. Et de regarder l'histoire. Il va devoir s'expliquer avec François Hollande, à votre avis ? Mais j'espère que François Hollande va lui demander des explications et qu'il va lui demander de revoir ce type de propos. Il n'est pas président de la France, il est Premier ministre, mais ces propos ne peuvent pas être tenus. Et c'est au mépris aussi des Français. C'est dire, quoi que vous votiez, ça ne changera rien pour moi. Donc il n'a qu'une obsession, c'est finalement sa personne. Est-ce que vous pensez qu'il y a derrière cela une méthode politique, après la diabolisation, la dramatisation ? Est-ce que vous pensez que ça ressemble à ça, en tout cas qu'il y a une volonté de la part du Premier ministre et de l'ensemble d'ailleurs, on l'a entendu aussi, le premier secrétaire. On est sur la diabolisation, le Front National, ça fait partie d'une stratégie ? Non mais c'est une trilogie, c'est dramatisation, diabolisation, instrumentalisation. La gauche a toujours fait ça. Là-dedans ? Mais bien sûr. Ouais, on est encore là-dedans. La preuve, l'émission de ce matin, moi je l'ai écoutée attentivement, ça a été presque tout sur le Front National, du drame, de la tragédie, du drame, et je n'y peux rien, j'ai peur, et quoi qu'il arrive, on ne changera rien, et je resterai. En quoi c'est une instrumentalisation selon vous ? En disant ça, il fait monter le Front National ? Ils font monter le Front National, on le voit sur les dernières échéances électorales, on voit sur l'abstention. D'abord, ils écœurent les Français, ils exaspèrent les Français par la politique qu'ils mènent, qui est avec 10% de chômage, avec un pays qui est fracturé, une autorité qui est affaiblie, donc le pays est totalement fracturé, les Français sont exaspérés. Donc on a une abstention qui monte, parce que le premier parti de France, c'est l'abstention. Donc plus vous avez une abstention haute, plus évidemment le Front National augmente. Alors, est-ce que la bonne méthode, vous dites, c'est pas celle-ci, clairement. Est-ce que la bonne méthode, c'est de dire FNPS, comme le fait Nicolas Sarkozy ? En gros, vous votez PS, vous aurez le Front National. Ça choque beaucoup, notamment à gauche, de considérer qu'une voix pour le FN est égale à une voix pour le PS. Ah, c'est sûr que si on met en difficulté le Parti socialiste, ça les choque. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais on le voit bien, ils font monter le Front National pour être au deuxième tour. Et après, en disant... Mais c'est pas un sujet pour vous, la montée du Front National ? Mais moi, mon sujet, je vais vous dire, comme femme politique, mon sujet, c'est de convaincre les abstentionnistes d'abord de voter, de revenir et de reconquérir nos électeurs. Oui, nous, on a une part de responsabilité dans ces abstentions, parce qu'on a aussi déçu. Donc, notre sujet aujourd'hui, moi, je vois quand on fait campagne, quand je vais soutenir des candidats ou quand je fais des meetings UMP, c'est-à-dire que notre électorat nous demande des comptes. Il nous demande des comptes en disant on est déçus par vous. D'abord, ils sont déçus par ce qui s'est passé à l'UMP pendant trop longtemps, mais ils sont aussi déçus par certaines réformes qu'on n'a pas menées jusqu'au bout. Donc, ils nous demandent des explications. Et c'est légitime. Mais qu'est-ce que vous leur dites ? Il reste 15 jours. Vous avez des électeurs UMP qui sont clairement tentés de voter Front National. Qu'est-ce que vous leur dites ? Si vous leur dites pas FNPS, vous êtes à l'aise avec cette formule-là ? Très sincèrement, vous êtes à l'aise ? Oui. La formule, c'est un état de fait. C'est-à-dire que si demain, on vote Front National ou on ne vote pas, c'est le Parti socialiste qui est au deuxième tour, et après, on va encore nous ressortir le fameux Front républicain pour sauver le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vote Front National sauve le Parti socialiste. Ça, c'est dit. C'est la stratégie mise en place par Nicolas Sarkozy. Vous, qu'est-ce que vous dites aux électeurs ? Vous rencontrez sur le marché du 7e arrondissement un ex-électeur UMP qui va voter Front National. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui parlez du programme du Front National ? Vous lui parlez de Marine Le Pen ? Vous lui parlez de l'Europe, de l'économie ? De quoi ? On parle de l'emploi. C'est la priorité, en disant, quand on est dans un pays à plus de 10% de taux de chômage, c'est quand même plus possible. On parle de la fiscalité, parce que nos entreprises, mais les petits ménages, y compris les ménages qui n'étaient pas imposables, qu'ils sont devenus. Moi, je sais que, par exemple, dans mon arrondissement, alors, même s'il est souvent caricaturé, j'ai beaucoup de personnes âgées qui ont des petites retraites. Et donc, eux sont, alors que pour beaucoup, ils n'étaient pas fiscalisés, ils le sont aujourd'hui. Quand vous leur dites ça, ils disent, bon, très bien, on vote Marine Le Pen. En quoi ça les dissuade ? Mais ça les dissuade parce qu'on leur dit, effectivement, les réformes qu'on a menées, les réformes des retraites que nous avons menées, sur laquelle est revenue la gauche, ça les met en difficulté. La fiscalité que nous avions effectivement favorisée, adoucie notamment pour les retraités, la gauche a abrogé tout ça. Donc on leur dit, justement, aujourd'hui, si vous persistez à vouloir voter Front National, par exaspération, mais aussi par cet épouvantail que dresse la gauche, vous allez effectivement encore plus souffrir. Alors, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, cette phrase. Des gens qui vous disent, bon, allez, on a essayé Nicolas Sarkozy, on a essayé François Hollande, on est déçus, on va essayer le Front National. À cette personne-là, qu'est-ce que vous lui dites ? Mais bien sûr, je l'ai entendu. J'ai dit, mais pour quel objectif ? Pour quel objectif ? Pour que notre pays soit totalement en déclin ?
il l'est déjà, il commence le déclin. Mais moi, je leur dis non, la politique peut encore quelque chose, parce que les abstentionnistes attendent beaucoup de la politique. Quand ils ne votent pas, c'est pour nous sanctionner, en disant, on vous a eu, maintenant on les a, c'est pire qu'avant. Donc, justement, c'est de leur dire, oui, on a une part de responsabilité, mais on va prendre avec vous un contrat d'engagement. On va prendre un contrat de réforme que nous allons mener jusqu'au bout. Mais on va prendre des engagements devant vous. C'est vrai qu'il y a des réformes qui ont été un peu hésitantes, qui ont été inachevées. Lesquelles ? Ne serait-ce que, par exemple, la réforme sur la formation professionnelle, je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Sur la carte scolaire, moi, je l'avais souhaité au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La carte scolaire, c'est un sujet grave. Ça favorise les ghettos, ça favorise les dérives, ça favorise le décrochage scolaire. Et donc, on avait dit, il faudra la supprimer. On s'est arrêté au milieu du chemin. La fiscalité, on s'est arrêté au milieu du chemin. Évidemment, sur la fiscalité, on avait créé le bouclier fiscal, il y a eu la crise. Ça, c'est aussi le propre des hommes d'État et des femmes et des hommes politiques, c'est de s'adapter à la conjoncture. On a souhaité abroger le bouclier fiscal, mais il fallait aller jusqu'au bout et justement avoir une réforme fiscale d'envergure et d'ampleur. Donc, pour convaincre les électeurs de ne pas voter Front National, il faut faire une part de mea culpa. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'a rien compris à rien. Et il faut arrêter la politique. Parce que bien sûr qu'on a une part de responsabilité, sinon on n'aurait pas perdu. Vous êtes comme Jean-Marie Le Guen qui a produit un texte sur le Front National notamment et qui dit on a trop souvent joué avec le Front National, à gauche en l'instrumentalisant, à droite en pratiquant le déni. Elle est forte cette phrase, il est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Là pour le coup il y a une forme d'honnêteté à... mais parce que Jean-Marie Le Guen, que je connais bien, mais évidemment ils ont toujours... Vous savez, comme tous ces anciens trotskistes, tous ceux qui sont un peu des apparatchiks du Parti Socialiste. Ils ne sont socialistes que par le statut, c'est pas des anciens ouvriers, C'est pas la condition ouvrière qui les a amenés à la gauche. On a trop souvent joué avec le FN. Il a raison. Au moins, il l'avoue, il le reconnaît. Non, parce que quand on leur dit, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le reconnaître. Donc c'est très bien que Jean-Marie Le Guen reconnaisse qu'effectivement, la gauche a instrumentalisé le Front National. Avec le recul. Est-ce que les buissonneries, par exemple, comme on dit, est-ce que ça a pesé? Est-ce que vous les regrettez? Non, mais jamais d'accord avec le Front National. Quant aux buissonneries, ce que vous appelez les buissonneries, mais c'est quoi ? Mais quel est... à un moment donné, il faut nommer les choses. Moi, au lieu de me dire Buisson, dites-moi les choses. Je vous réponds oui ou non. Là, c'est-à-dire le sentiment d'aller vers une droite, ce qui était à l'époque décomplexée, d'aborder les thèmes sur lesquels le Front National était très en avant. Parce que l'immigration, parce qu'on a laissé justement pendant trop longtemps... Non, mais si vous me dites que vous êtes d'accord, moi tout va bien. Le halal, etc. Tous ces sujets sur lesquels est allée la droite à un moment donné. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que là, vous ne donnez qu'une partie. Ce que propose Jean-Marie Le Guen, il dit on a instrumentalisé le FN, mais là, ça va sentir le roussi pour nous. Parce qu'ils n'ont même plus de majorité à gauche. Parce que Manuel Valls pérore, s'énerve, mais il n'a absolument pas de majorité. Il a une arme sur la tempe de sa majorité, qui est le 49-3, qu'il dégaine juste pour les remettre dans le rang. Donc, ils n'ont pas de majorité. Donc, ils se rendent compte aujourd'hui que le FN risque effectivement de les mettre en difficulté. Donc ils disent non mais peut-être qu'on pourrait trouver des points communs avec l'UMP, comme ça, quand le FN monte, nous on est au deuxième tour, on leur fait signer en bas de la page et ils voteront pour nous. Eh bien c'est non, parce que nos électeurs, alors là ça va être encore pire, et nos électeurs ne suivront jamais. Même si on venait à signer, ils ne voteront jamais. Et je vais vous dire, moi je considère qu'on a des vraies différences entre la droite et la gauche. Mais comme on est toujours en train de culpabiliser, on n'assume pas d'être de droite. J'assume d'être de droite, j'assume mes valeurs fondamentales, l'autorité, l'ordre, effectivement l'école, avec l'apprentissage des fondamentaux. Gardez tout ça, voilà. On va en reparler. On en vient au dossier que vous portez au niveau européen. Le monde entier s'interroge. Que faire des anciens djihadistes, de ces hommes identifiés qui reviennent dans leur pays d'origine, ou ceux qui sont identifiés comme radicalisés? Les enfermer, disent certains, les surveiller 24 heures sur 24, impossible. Alors au Danemark, les autorités ont choisi la voie de l'intégration et la méthode douce, mais les derniers attentats change un peu la donne. Reportage sur place, Margot Chiraki et David Lemarchand. C'était le 15 février dernier. Les Danois se recueillaient devant la grande synagogue de Copenhague. La veille, l'un de leurs concitoyens, Omar El Hussein, 22 ans, avait semé la terreur dans la capitale, tuant 2 personnes. Stupeur et incompréhension. Le peuple danois, réputé comme le plus heureux du monde, est sous le choc. Pour l'instant, au pays de la tolérance, les prêches les plus radicaux ne sont toujours pas interdits, comme ici à Aarhus, la 2e ville du Danemark. Dans cette mosquée,
On continue à défendre les djihadistes malgré les attentats. Ici, 22 fidèles sont partis faire la guerre sainte, en Syrie ou en Irak. En tant que musulmans, nous pensons que nous sommes des frères dans l'islam. Parfois, nous avons besoin d'aider nos frères s'ils sont en difficulté. Et le djihad en fait partie ? Oui. Nous respectons ceux qui en reviennent. Nous ne faisons rien contre eux. Nous les accueillons comme notre jeunesse, notre famille. Henrik, lui, est employé par les autorités danoises pour désendoctriner les jeunes tentés par le djihad et même ceux qui en rentrent tout juste. C'est ce qu'on appelle un mentor au Danemark. Et s'il a préféré témoigner à visage caché, c'est pour ne pas ébranler la relation de confiance toujours fragile qu'il a établie avec un jeune fanatique. Au début, nous devons établir la relation pour qu'il se sente en confiance. Et on fait ça en l'aidant par exemple avec ses devoirs, en allant au cinéma ou en buvant un café. Quand j'ai commencé avec lui, il avait une vision très étroite d'esprit. Et il était persuadé qu'il n'y avait qu'une interprétation de sa religion. Au Danemark, pour emprisonner un jeune rentré de Syrie, il faut pouvoir prouver qu'il a participé à des actes terroristes. Résultat, sur la centaine de combattants partis, une cinquantaine seraient rentrés et aucun n'a été poursuivi. Comme il est difficile de tout savoir, de prouver ce qu'ils ont fait, on écoute ce qu'ils nous disent. Mais nous ne sommes pas naïfs au point de croire qu'ils nous racontent toute leur histoire. Du coup, on les accueille, on essaie de comprendre leur situation. Si nous estimons qu'on peut les aider, on le fait. Des députés français sont même venus se renseigner sur ce programme de déradicalisation qui semblait jusqu'alors donner des résultats. En 2013, 31 Danois sont partis en Syrie. En 2014, il n'y en avait plus qu'un. On a ici à la fois l'école qui travaille main dans la main avec la police et les travailleurs sociaux, ce qui serait difficilement envisageable dans notre pays, dans un stade d'organisation aussi élaboré qu'on l'a constaté ici. Donc tout ça me paraît une démarche avec des pistes qui peuvent être suivies. Après, je suis plus sceptique sur le traitement des profils plus lourds, plus graves. Mais voilà, au lendemain des attentats de Copenhague, les députés danois doutent désormais des vertus de la méthode douce face au terrorisme. L'opposition réclamant même des peines de prison. Si un citoyen danois séjourne en Syrie ou en Irak, dans ces zones de guerre et de terreur, et qu'il revient au Danemark, alors je propose qu'il soit emprisonné pendant 6 ans. Rien ne sera jamais plus comme avant. Le gouvernement vient d'ailleurs de faire voter une loi permettant de confisquer les passeports de tous les Danois radicalisés, soupçonnés de vouloir partir faire le djihad. Alors, ce qui est étonnant avec ce reportage, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'on voit bien que l'exemple danois, qui a souvent été suivi comme un modèle en France, a un petit peu changé depuis les attentats au Danemark. Qu'est-ce que vous retenez de cette méthode-là ? La version méthode douce ou la méthode un peu plus ferme ? Non, je retiens la méthode qu'il faut adapter nos outils, aussi bien législatifs que nos comportements, et aussi le comportement de nos institutions en fonction de l'évolution de la délinquance et de la nature de la criminalité. Comment on adapte alors ? On adapte en nous faisant évoluer les outils de lutte et de prévention contre cette nouvelle forme de criminalité. Parce que moi j'ai été effectivement nommée par la commission à laquelle j'appartiens au Parlement européen d'un rapport en charge, je dois faire des propositions pour lutter contre toutes les formes de radicalisation, mais aussi pour prévenir et d'empêcher le recrutement par des organisations terroristes de citoyens européens. Et pourquoi c'est pertinent au niveau européen, et votre reportage le démontre, c'est que les terroristes
profiteront toujours de l'absence de coordination de nos politiques en matière de lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre cette forme de terrorisme. Donc moi, je vais m'axer sur 3 objectifs ça va se décliner par des déplacements, par des rencontres et des auditions. Mais moi, j'ai 3 objectifs. Le premier, d'abord, c'est de responsabiliser les géants du net. Ils ont une responsabilité. Moi, je souhaite qu'il y ait une responsabilité pénale engagée avec des sanctions très lourdes parce que c'est pas un tuyau. Ce n'est pas uniquement un tuyau de diffusion. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Internet est un camp d'entraînement virtuel pour les djihadistes. Donc il faut enrayer cela et il faut que les géants du net puissent avoir leur responsabilité pénale engagée. Le deuxième aspect, c'est évidemment que quand un individu est radicalisé... Pour revenir sur le camp d'entraînement, vous dites c'est un camp d'entraînement, ça veut dire quoi ? Par toutes les vidéos qui sont diffusées. Vous savez que beaucoup de djihadistes, de jeunes, s'entraînent sur Internet. Les vidéos leur expliquent comment on fait. Et donc justement... Donc il faudrait, ce que vous attendez des géants du net, comme vous dites, c'est que ces vidéos-là soient retirées immédiatement. Bien sûr. Et s'ils ne le font pas, ou s'ils ne sont pas coopératifs... Qu'ils soient sanctionnés lourdement. Le deuxième aspect, c'est d'empêcher un individu qui s'est radicalisé, l'empêcher de partir. Il faut savoir que c'est à peu près 90% de la radicalisation survient et intervient en prison. Moi, j'ai eu une réunion avec des magistrats en charge du terrorisme à Paris. Et effectivement, ils vous l'expliquent très bien. Et donc, c'est d'empêcher ces individus de partir. Comment ? C'est avec des outils de détection. Il faut affiner les outils de détection, mais aussi le renseignement. On a une masse de renseignements. Maintenant, c'est vrai qu'on dit il y a un dysfonctionnement des services de renseignement. On n'a pas de dysfonctionnement. On avait beaucoup d'informations, mais il faut qu'on l'analyse. Ça veut dire quoi, les empêcher de partir ? Les empêcher de partir, de pouvoir aller commettre, s'engager. Très bien, mais comment, concrètement ? On a identifié un jeune radicalisé. Comment est-ce qu'on fait ? On a des moyens, par des programmes qui sont encore très sommaires, mais de déradicalisation. Et ça, c'est pas la responsabilité d'une association de quartier, C'est une responsabilité régalienne. Donc il faut mettre des magistrats, des éducateurs, des psychologues et des criminologues. Rachida Dati, vous dites il faut les empêcher de partir. On est tous d'accord avec ça, au fond. Mais c'est typiquement le genre de phrase, on ne sait pas quoi mettre derrière. On a un jeune qui est radicalisé dans une maison de quartier qui est identifié comme en train de basculer. À partir de quel moment la police intervient ? À partir de quel moment ? Dès lors où c'est radicalisé, il est signalé, le procureur de la République peut le convoquer, peut le poursuivre. Et là, vous prenez des mesures. On a un arsenal législatif qui le permet. Nous avons des outils. Mais encore faut-il le détecter. Le sujet, il est dans la détection. Non, mais la détection, on a des renseignements. C'est juste, pardonnez-moi d'entrer vraiment dans la mécanique, vous connaissez ça parfaitement. À partir du moment, il va sur Internet, il va regarder 3 vidéos, alors il va écouter des prêches un peu radicaux. À partir de quel moment, légalement, un magistrat peut se saisir de ce cas-là ? Celui qui regarde toute la journée des vidéos, évidemment, c'est plus compliqué. Sauf que c'est celui qui est radicalisé qui passe à l'acte. Comment il passe à l'acte ? Souvent sur Internet ou en prison. Sur Internet, c'est qu'il va se connecter avec un site de recrutement, avec une personne. Nous avons une surveillance des réseaux. Donc là, vous pouvez le détecter avec les connexions et les mêmes connexions. Les sites sont répertoriés. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une responsabilité des géants d'Internet. Donc plus il consultera, plus il se mettra en contact, évidemment, il sera repéré. En prison, on voit vers qui il se rapproche. Changement de comportement, une barbe qui pousse, un changement de régime alimentaire. Ça en fait du monde à suivre. Non, mais c'est vrai. On a une masse de renseignements qu'il faut absolument affiner. Arrêtons aussi de faire peur. C'est pas des milliers ou des millions de personnes en France. Donc si on s'y attelle sérieusement, avec les moyens adaptés, vous savez, moi j'ai été magistrat en charge de la criminalité organisée. C'est là où on voit d'ailleurs qu'elle évolue. C'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer ces magistrats parisiens en charge du terrorisme et notamment de ce type de terrorisme. Mais on a l'information, on a les outils, beaucoup plus de coordination et beaucoup plus d'efficacité. Est-ce qu'il faut changer la loi pour faire ce que vous dites ? Il y a des outils législatifs à adapter, mais il y en a une autre, et ça c'est une magistrate qui est une excellente magistrate qui est au parquet général en charge du terrorisme, notamment sur l'islamisme radical. Elle disait, qu'il fallait une loi sur le renseignement, notamment qu'il faudra qu'on change notre loi sur le repentir. C'est-à-dire que les citoyens qui aident à détourner ou déjouer des attentats. C'est déjà arrivé, qu'on puisse revoir aussi cet outil, cet arsenal-là, parce que ça existe, il faudrait qu'on l'améliore. Parce qu'il n'a pas été mis en œuvre. Ça changerait quoi ? Ça permettrait, par exemple, si un détenu entend des informations... Et qui balance pour caricaturer ? Non, mais
Non, mais lui-même peut être choqué. Ouais. Donc certains ont peur, d'autres disent ça sert à quoi. Donc peut-être ça peut être utile. Ça peut être utile. Leur offrir une remise de Exactement. peine s'ils aident à déjouer un Exactement. attentat. Et donc là, sur les individus radicalisés, il faut les détecter, les surveiller, les poursuivre si nécessaire. Et on a le troisième cas sur effectivement la gestion des retours. Vous savez qu'on a un débat aussi à l'UMP. Est-ce qu'on les laisse revenir, on ne les laisse pas revenir? Qu'est-ce que vous Moi, en dites? Je pense qu'il faut, parce que vous avez deux types de profils. Vous avez des gamins qui partent et qui reviennent traumatisés en disant c'est pas comme sur la vidéo que j'ai vue. Parce que pour certains... Qui ont vu la guerre de près et qui reviennent choqués. Et surtout, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, même physiquement. Ils peuvent être aussi maltraités ou malmenés. Qui reviennent. Il faut qu'ils reviennent et qu'on les prenne en charge. Et ça, c'est tous les programmes de déradicalisation qu'on doit mettre en œuvre. Et ensuite, vous avez celui qui revient, qui est dangereux. Et là, il faut incarcérer et effectivement retenir. C'est tout le sujet parce que vous avez vu que la gauche est très mal à l'aise. Elle a supprimé certes les peines planchées pour les récidivistes avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire que ce type de délinquance violente augmente, mais sur la loi sur la rétention de sûreté, j'ai eu une polémique épouvantable à l'époque quand je l'ai mise en œuvre. La loi sur la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, ça permet quoi? Ça permet même quelqu'un qui a terminé sa peine puisse être ou retenu ou surveillé. Ou les deux à la fois. Donc cet outil est extrêmement important pour ce type de terrorisme. Alors, pour lutter contre la radicalisation, cette fois-ci, Manuel Valls a fait quelques annonces cette semaine en direction des quartiers pour réintégrer dans la République ceux qui ont envie de se lancer dans le djihad, ou en tout cas pour donner des solutions dès le plus jeune âge dans les quartiers, à l'école, etc., pour lutter contre les ghettos et l'apartheid social. Vous faites un petit raccourci. Il y a les mesures sur la politique de la ville. Je fais un raccourci, vous l'avez noté, et j'essaie juste d'avancer sur le... C'est le sujet. C'est pas là que ça se passe? C'est pas dans les quartiers que ça se passe? Pas toujours? Non, mais il y a les personnes qui ont été interpellées où il y a des djihadistes qui viennent de zones rurales, de milieux urbains, de milieux privilégiés. Donc il faut faire attention de ne pas uniquement focaliser sur certains endroits. Moi, ce qui m'a choqué dans les mesures des Français, pardonnez-moi, non mais sur Manuel Valls, sur le radicalisme. Non mais sur le radicalisme, quand il emploie l'expression islamo-fascisme, mais lui-même crée une cause et il sacralise la cause des terroristes. Mais c'est pas des combattants politiques ni des combattants religieux. Alors, vous savez que les maires de banlieue, qu'on reçoit souvent, notamment sur C'est dans l'air, nous expliquent très simplement, très franchement, qu'ils soient de droite ou de gauche, que les passerelles entre le trafic de drogue et la radicalisation, c'est désormais assez facile et assez fluide. Il y a une porosité entre les deux dans les quartiers. D'où la volonté aussi de Manuel Valls de s'attaquer, j'allais dire, à la racine du mal. Je fais court, j'avance. Dans les mesures qui ont été annoncées, est-ce que vous voyez quelque chose qui est de nature à changer la donne ? Par exemple, sur l'idée de ne pas faire une ghettoisation, de ne pas rajouter, en gros, de mettre des pauvres avec des pauvres, sur la loi, le droit au logement notamment, de faire davantage de mixité sociale. Vous dites, c'est un plan de plus. Prenez toutes les mesures qu'il a annoncées, où elles existent déjà. Parce que vous croyez quoi que les élus locaux, ils ont attendu Manuel Valls pour effectivement remettre en œuvre cette mixité sociale qui est importante. Oui, mais ils ont du mal parce qu'on est en déficit aussi de logement. Et vous avez aussi des difficultés pour reloger des personnes. Donc, toutes les mesures qu'il a annoncées, où elles existent, ou c'est de l'incantation. Donc, sur par exemple, l'école, toutes les mesures qu'on avait mises en œuvre, nous-mêmes, sur le logement également, ils les ont abrogées. Les bourses au mérite, supprimées par la gauche. La suppression de la carte scolaire, ils étaient contre. Ils vont y venir. Sur les internats d'excellence, ils ont arrêté de les financer. Sur l'apprentissage et l'alternance, ils ont renoncé. Ils vont y revenir. Donc tout ça, ils se rendent compte que tout ce qu'on a mis, nous, en œuvre, qu'ils l'ont supprimé juste pour faire de l'anti-sarkozysme primaire, ils vont y revenir. Donc ils se rendent bien compte que ce qu'on avait fait n'était pas si mal pour justement favoriser la mixité, relancer l'ascenseur social. Parce que ça, l'insertion professionnelle, ça permet aussi d'enrayer et d'empêcher les ghettos, mais aussi ça permet d'empêcher les dérives de certains jeunes. Est-ce que vous avez des logements sociaux dans le 7e arrondissement ? Oui, j'en ai. Combien vous en avez ? J'en ai à peu près 600. 600 ? Oui. Et vous êtes prête à en faire davantage ? Mais il ne faut pas caricaturer le sujet. Je caricature pas du tout. Non, ça fait partie des propositions du Premier ministre. Il fait confiance au préfet pour imposer la construction de logements sociaux dans les communes qui n'en ont pas assez. Alors d'abord, l'arrondissement n'est pas une commune, c'est à l'échelle de Paris. Sur le 7e arrondissement, le foncier est très cher, l'immobilier est cher, et le foncier, on en a très peu. Donc pour construire, c'est compliqué. Mais là, depuis que je suis maire, depuis 2008, nous avons lancé des programmes de construction.
avec du logement social. Nous en avons inauguré récemment, d'ailleurs, avec Anne Hidalgo. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que moi, je veille à une vraie mixité sociale. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des gens à loger qui sont dans une mixité sociale. Mais la deuxième chose, c'est que les gens qu'on loge aussi dans ces appartements, parce que moi, j'ai eu un problème dans un de mes immeubles, il faut qu'ils respectent aussi les lieux dans lesquels ils habitent. Parce qu'à la fois, les collectivités, enfin, certains élus considéraient que le logement social avec mépris, et donc les gens qui étaient dedans abîmaient aussi les lieux dans lesquels ils habitaient. Donc, s'ils ne respectent pas les lieux dans lesquels on les met, parce que c'est quand même aussi un avantage qui a un coût que d'être dans un logement social, qu'on puisse les expulser si c'est nécessaire. Allez, on parle un peu d'Alain Juppé. Oui. Vous avez envie de parler d'Alain Oui, Juppé? oui. Bon, allez. Alain Juppé se laisse tranquillement porter par sa bonne étoile et ses bons sondages pendant que Nicolas Sarkozy s'échine à se montrer rassembleur, que François Fillon peine à se faire entendre. Le maire de Bordeaux, lui, affiche une détermination sans faille pour le moment. À 15 jours des départementales, il veut lui aussi montrer qu'il sait mouiller le maillot pour son parti sur le terrain. Reportage Laurent Hirsch et Thomas Buyer. Mesdames, Messieurs, dépôt de gerbe par Monsieur le maire de Bordeaux. C'était hier le centenaire de la naissance de Jacques Chaban-Delmas. L'occasion, pour celui qui lui a succédé à la mairie de Bordeaux en 1995, Alain Juppé, d'afficher sa proximité avec l'illustre résistant, ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1974. Mesdames et Messieurs, nous proposons une minute de silence. m'a beaucoup inspiré dans la vision d'une vie politique apaisée, dans la recherche, sinon du consensus, du moins du respect mutuel en politique. Et pour Alain Juppé, recherche du consensus égale déplacement vers le centre. Il y a des hommes de droite qui sont obsédés par ce qui se passe à l'extrême droite, pas moi. Moi, je suis un homme de droite ouvert sur le centre, parce que je pense que c'est comme ça qu'on gagne. À 2 semaines du premier tour des élections départementales, il bat la campagne pour 2015, mais aussi pour la suite. À nous de convaincre ceux qui ne veulent plus de la façon dont la France est gouvernée depuis 2012 et qui nous a mis dans le mur, à ceux qui se rendent bien compte que l'alternative du Front National n'a pas de sens, de proposer une nouvelle voie et un nouveau chemin. Et c'est à cela qu'il faut travailler aujourd'hui. Ça commence aux élections départementales, ça continuera au régional, et puis aussi un peu en 2017. Donc voilà que ça se passera. Donc il faut y travailler, il faut y penser. Je circule pas mal en ce moment en province et en général l'accueil est très chaleureux et très attentif. En tout cas, les gens attendent beaucoup. Attente de la part des militants et des sympathisants, mais aussi de la part du principal intéressé. Aujourd'hui âgé de 69 ans, 2017 sera probablement sa dernière chance pour accéder à l'Élysée. Il y en a qu'on a déjà essayé, donc je ne sais pas s'il faut retenter dans... La Sarkozy. Oui, bah oui. Il fait de belles choses, alors on ne peut que se mettre derrière lui. On ne peut que le suivre. Jusqu'où? Jusqu'au sommet. J'aime son discours, j'aime ce qu'il dit, voilà, c'est cohérent. Alain Juppé, l'homme fort du moment. Sondage après sondage, il est la personnalité politique préférée des Français, avec 66% d'opinion favorable. Dans votre esprit, elle ressemblera à quoi, la prochaine primaire? De quel point de vue des personnes qui... Ouais. Moi, je veux dire, ce qui me gêne un peu, c'est que... j'étais pas encore dans la politique, mais avant, quand on disait quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle, franchement, ça se bousculait pas au portillon, parce que même ceux qui auraient aimé, c'est-à-dire que c'était la France, c'est un grand pays, j'allais dire, c'est une institution quasi sacrée, mais c'est quand même une prestigieuse et grande institution, c'est un grand pays. Donc, avant de dire je suis candidat, on pesait, on sous-pesait, on réfléchissait. Et là, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde... Vous êtes candidate, tiens. Non, mais c'est-à-dire que si je vous disais oui, je n'exclus pas d'être candidate à la primaire, mais ça choque même plus personne. Mais la France... Mais vous me le dites pas. Mais non, mais parce que je ne suis pas là-dedans. Ah bon. Voilà. Mais je trouve que la France mérite... un peu de hauteur de vue, un peu d'expérience, un peu... Oui, quoi. et puis, c'est pas un casting, quoi. Donc, on ne vous parlez pas d'Alain Juppé quand vous dites non. Ça Non, toujours le petit raccourci. Non, ah pas oui, du vous tout. Connaissez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette primaire qui peut être bien sur papier, je trouve que c'est pas à la hauteur de notre grand et vieux pays et beau pays.
Voilà. Les primaires, ce sera fait pour choisir. On peut dire que tout le monde peut se présenter, qu'ensuite on choisit le meilleur ou la meilleure. C'est le premier tour de l'élection présidentielle qui faisait ça. Voilà. Et ça donnait encore un sens à nos grandes institutions et à notre Constitution. Aujourd'hui, avec les primaires, on affaiblit un peu tout ça. Alors, vous avez parfois eu ces derniers temps la dent dure avec Nicolas Sarkozy. On sait que vous avez commencé, vous faites la moue quand je vous dis ça. La dent dure, non. Oui, bon, la dent dure, vous préférez notre expression. Non, pas du tout. Vous avez des critiques, vous avez des propos parfois assez rudes à son endroit. Est-ce que, quand vous le voyez aujourd'hui au quotidien, à la tête de l'UMP, est-ce que vous le reconnaissez, ce Sarkozy-là? D'abord, il y a une chose, c'est peut-être mon tempérament et mon éducation. Je ne suis pas déloyale. Moi, je suis attachée à Nicolas Sarkozy pour des tas de raisons, parce que je trouve que, comme collaboratrice, on a fait un boulot formidable. En plus, il a une vraie qualité, il délègue à ses collaborateurs, il fait confiance. C'est très gratifiant de travailler avec lui et pour lui. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu de détestation, d'animosité, de ressentiment vis-à-vis de lui. Mais on peut ne pas être d'accord. C'est vrai que parfois, moi, je sais que j'ai été très enthousiaste de travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas créé, c'est-à-dire que je lui dois mon engagement politique partisan. Vous êtes loyal, vous l'avez très bien dit. Est-ce que vous le reconnaissez? Reconnaître, bien sûr que je reconnais. Oui. C'est lui. Non, c'est lui. Très bien, merci pour la blague. Il a changé, il n'a pas changé, il est rassembleur. Non, mais d'abord, il est rassembleur, mais il a toujours été comme ça. Rappelez-vous, même au gouvernement, quand il fait l'ouverture, c'est quelqu'un qui essaye toujours de convaincre le plus grand nombre sur ses convictions, sur son programme. Ça fait partie de lui d'essayer toujours de rassembler le plus grand nombre. Mais qu'il ait changé, il a changé quand même. Il a été battu à l'élection de 2012. La France a beaucoup changé. Le climat s'est crispé. On a un Front National très, très haut. Les gens sont exaspérés. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? On a une UMP qui s'est entredéchirée pendant quand même de nombreux mois. Donc, bien sûr il a changé de ce point de vue-là. Mais fondamentalement, il ne change pas. Je vais vous dire, vous avez des enfants, vous voyez bien qu'à partir d'un certain âge, même tout petit, ça ne change plus. Donc, les fondamentaux restent. Après, on les adapte. On civilise, si je puis dire. Allez, je vous laisse entre les mains de Claude Veil, qui a une question à vous poser. Pourquoi tant de haine à l'égard de Christiane Taubira? Bonjour, Madame Dati. Oui, tout à l'heure, j'ai écouté dans le portrait qui a ouvert l'émission, vous disiez « tous les jours, j'ai eu droit à une polémique ». C'était l'époque où vous étiez place Vendôme, garde des Sceaux. Évidemment, ça m'a rappelé ce qui se passe aujourd'hui autour de Madame Taubira, dont on voit bien que la droite et votre parti a décidé de faire sa tête de Turc, au fond. On tape sur Taubira, il faut taper Taubira dans toutes les circonstances, ce qui d'ailleurs provoque quelquefois une surréaction en sens inverse du Parti socialiste et du gouvernement, qui en font une espèce d'icône intouchable. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Est-ce que vous avez l'impression que la violence de ces attaques tient exclusivement à sa politique, ou est-ce que vous ne percevez pas, vous êtes sensible à ça, quelque chose qui est lié aussi au fait qu'elle est une femme et qu'elle est une femme de couleur? Est-ce qu'il y a quand même un brouillage là? Je serais malhonnête que de dire que c'est exclusivement que pour sa politique. Il faut être aussi honnête et puis il faut reconnaître aussi les choses. Je pense qu'il y a aussi des attaques qui sont liées à sa personne. Vous savez, moi, quand j'ai été nommée ministre, il y a même dans l'administration des magistrats qui ne voulaient pas me dire « bonjour, Madame la ministre ». Donc, il y a aussi des choses qui sont liées à la condition sociale ou à ce que vous incarnez. Donc, c'est une réalité, il ne faut pas la nier. Mais pour autant, si vous prenez les polémiques récentes... Vous faites allusion, par exemple, au propos de Darmanin, la considérant comme un tract électoral pour le Front National? Non, il s'attaque à sa politique. Je connais bien Gérald. Et je peux vous dire, alors, loin de lui, ce type d'attaque concernant la personne. Autant vous pourriez me dire, peut-être me citer d'autres gens ou d'autres personnes, concernant... Vous les citer, non, alors. c'est pas ça. C'est que vous pourriez me dire sur d'autres personnes, je pourrais vous dire ou je ne sais pas, ou peut-être. Mais concernant Gérald Darmanin, c'est injuste le procès qui lui a été fait. Mais je trouve, ce qui me choque beaucoup plus, c'est l'hystérie de Manuel Valls dans une enceinte de la représentation nationale, comment il s'est déchaîné sur Gérald Darmanin. C'est honteux. Pourquoi ? Moi, je suis même surprise qu'ils défendent Mme Taubira. N'oubliez pas que Mme Taubira avait rejoint les frondeurs il n'y a pas si longtemps que ça. Un congrès PS, elle est allée à leur réunion. Et elle l'agaçait beaucoup. Mme Taubira pose un problème à la gauche. Nous, elle ne nous pose pas un problème. Elle nous pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de politique pénale en France. Qu'elle ne veut pas construire de places de prison. Qu'elle a abrogé les peines planchers. Qu'elle ne veut pas plus de fermeté. Que la dernière loi qu'elle a fait adopter pose beaucoup de difficultés d'application pour les magistrats. Voilà ce qu'on lui reproche. Et alors, venons là-dessus, justement, parce qu'au fond, le procès
procès qui lui est fait en permanence, c'est le procès en laxisme. La droite a décidé de faire d'elle le prototype de la gauche laxiste, toujours indulgente avec les voyous. Non, alors, je veux bien vous reconnaître ce dont on disait qu'on s'attaque à sa personne. Oui, mais pareil, il y a des gens aussi chez nous qui ont été choqués par ses convictions. Mais elle a le droit d'avoir... Sur l'indépendantisme, il y a quelques années, vous le savez bien, sur des convictions, sur son idéologie profonde. Ça peut heurter aussi certains dans notre parti. Mais là, concernant... on n'a pas fait symbole de laxisme, sauf que, vous savez, quand vous êtes garde des Sceaux, vous avez été nommé suite à une élection, donc vous devez mettre en œuvre la politique pour laquelle vous allez être élu. Donc vous devez donner aussi, vis-à-vis du pays, des Français, mais aussi des magistrats, une politique pénale à suivre, ou une politique civile, mais une politique pénale. Aujourd'hui, elle ne donne pas d'instruction de politique pénale. Que sa politique pénale est laxiste? Mais il n'y a pas de politique pénale. Il n'y en a pas, parce qu'elle ne donne pas d'instruction en ce sens. On a des violences urbaines, on ne sait pas. On ne sait pas. Quelle est la politique pénale du gouvernement? La lutte contre le trafic de stupes, on ne sait pas. On ne sait pas du tout quelle est la politique pénale. Si vous me la donnez, on peut débattre. Je peux dire c'est laxiste. Il n'y en a pas. Donc du coup, les magistrats, les procureurs se débrouillent avec des contextes locaux. Mais pour la France, quand on est garde des Sceaux, on conduit la politique pénale du pays. Mais elle n'en donne pas, parce qu'elle n'est pas à l'aise avec... C'est vrai que quand vous avez M. Cazeneuve, qui fait un boulot beaucoup mieux d'ailleurs que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne peut rien lui rattacher quand il était ministre de l'Intérieur, la délinquance explosait. Quand il lutte contre les réseaux criminels, le terrorisme, la délinquance des mineurs, les violences faites aux femmes, mais après, il faut que ça suive en termes de politique pénale. Mais quand vous n'avez pas de politique pénale cohérente au niveau national, comment voulez-vous qu'on puisse adhérer à une non-politique? Il faut bien qu'il y ait une ligne. Donc je note que vous ne reprenez pas à votre compte le procès en laxisme, en fait. Mais ça revient à du laxisme. On n'a pas de politique pénale, donc on n'a pas de condamnation en conséquence. On n'a pas de poursuite en conséquence. Mais par exemple, sur la politique pénitentiaire, est-ce que vous êtes tellement en désaccord avec elle? Sur la politique pénitentiaire, moi je suis favorable à l'aménagement des peines, qui est un sujet de dire... Que vous aviez fait voter. Que j'ai fait voter, que M. Valls a fait semblant de me reprocher. Et en fait, lui, il est cynique total. Il défend Mme Taubira. Et donc la contrainte pénale, que Mme Taubira a fait voter se situe dans la lignée de ce que vous aviez fait. Justement, je vais vous dire, parce que j'ai discuté avec des magistrats sur la contrainte pénale. Il défend Mme Taubira pour la faire partir plus vite. En disant c'est trop dur pour toi, il vaut mieux que tu partes. C'est très habile et très cynique. Mais sur la contrainte pénale, vous savez que la contrainte pénale, c'est que des dispositifs, des dispositions pour empêcher d'aller en prison. Oui. Mais c'est des peines alternatives à la prison. Moi, je suis favorable à l'incarcération quand les faits le demandent. Mais ensuite, quand vous avez exécuté votre peine, on peut, sous condition, sur décision du magistrat, dire si tu bosses, si tu vas à l'école, si tu prends une formation, si tu fais un travail d'intérêt général, on peut aménager ta peine, mais sous contrôle du juge. Donc vous êtes bien d'accord que, compte tenu de l'effet criminogène de la prison, pour les courtes peines, l'emprisonnement n'est pas forcément la bonne méthode. La prison a une vertu quand on... Sinon, elle n'existerait plus. Et les magistrats ne prononceraient plus de peine de prison. On a des peines de prison qui ne sont pas exécutées. Et quand ils les prononcent, elle a un sens. Donc il faut effectivement exécuter les peines d'emprisonnement et il faut pouvoir aménager. Parce que ce que les Français, parce que parfois on fait... Les aménagements de peine, ce n'est pas pour les pédophiles, les tueurs en série ou les terroristes. Les aménagements de peine concernent les courtes ou moyennes peines. Mais il faut réinsérer souvent ces jeunes délinquants qui ont besoin effectivement, à un moment donné, de retrouver un point d'attache, une réinsertion sociale pour éviter de récidiver. L'aménagement de peine permet la lutte contre la récidive. Donc c'est ça pour lequel moi j'ai œuvré en ce sens. Mais il faut construire des prisons aussi. Pourquoi? Parce qu'on a un problème en prison, c'est l'activité. Donc si vous ne construisez pas des prisons dignes de ce nom avec des ateliers de travail, les détenus, ils sont oisifs dans leurs cellules. Deux questions encore qui ont lieu. Donc il faut construire des prisons, ce qu'elles refusent de faire. Deux questions rapidement qui ont trait encore à la politique pénale. Est-ce que vous êtes favorable ou pas au regroupement des islamistes en prison, comme c'est en projet? Est-ce que c'est une bombe qu'on fabrique ou est-ce que c'est bien, au contraire, de les neutraliser en les regroupant? Et les isoler dans les cellules, c'était ça. Moi, j'étais plutôt de dire, il faut mettre une prison, parce que ça n'a pas été très précisé par Manuel Valls. Moi, je me suis dit, il faut une prison sécurisée avec un personnel pénitentiaire formé
pour la surveillance de ce type de détenus, parce que ils sont pas surveillés du tout de la même manière. Donc vous êtes partisan de ce système. Et avec l'isolement dans les cellules. Moi, des magistrats antiterroristes m'ont dit, faut faire attention, si vous les isolez, ils vont savoir qu'on va les isoler, et ils vont essayer, pour les cerveaux, j'entends, ils vont essayer de se fondre dans la masse. Donc c'est plus subtil que ça, donc il faut travailler avec les magistrats antiterroristes et les services pénitentiaires. Dernière question, et une réponse assez courte. Toute dernière question, il y a un projet de loi qui met le monde des avocats en émoi, qui vise à durcir le régime des poursuites pour les paroles ou les écrits racistes ou antisémites. Les avocats considèrent que c'est une régression du droit. Quel est votre point de vue sur ce texte particulier? En fait, on l'extrait de la loi sur la presse. De la loi sur la presse pour le mettre dans le code pénal général, disons. Alors, c'est défendable. Donc comparution immédiate, oui, etc. Mais justement, ça peut être défendable dans les deux cas. Parce que vous avez, dans le cadre de la liberté d'expression, c'est tout le sujet, Charlie Hebdo, Absolument. quand ils ont été poursuivis. Puis vous avez du terrorisme sur les blogs, sur les lettres, sur les réseaux sociaux. Donc là, on est dans le délit propre, au-delà même de la presse. Donc les deux positions sont défendables. Mais attention de ne pas être tout l'un ou tout l'autre. Parce que si on est tout en dehors du loi de la presse, on peut attenter aux libertés. Mais si on laisse que dans la loi sur la presse, c'est qu'on va considérer que tous les gens qui écrivent sur leur blog ou qui vous insultent, ou les attaques raciales ou racistes, ça me stresse là, je vois le petit. Je mets un petit coup de bâton parce qu'il faut avancer. Donc c'est les deux. Désolée. Il faut dépassionner le débat et travailler, mettre tout sur table pour voir les situations. Je suis obligée d'avancer. Et avec les magistrats qui sont très au fait de ce type de comportement. Je suis obligée d'avancer. Vous savez pourquoi? Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont posé des questions et qui attendent les réponses. Oui, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Claude Veil. On va passer aux photos d'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. Claude Guéant, mis en examen pour faux et blanchiment. J'imagine que vous faites encore confiance à la justice de votre pays. Est-ce que vous voyez un acharnement politique contre l'ancien secrétaire général de l'Élysée, de Nicolas Sarkozy? Moi d'abord, j'ai été magistrat. Et même comme garde des Sceaux, malgré ce qu'on a pu dire, que j'ai été attaqué ou autre, moi je considère que quand même la justice fait très bien son travail. Moi je suis assez sereine sur le travail judiciaire et sur le travail des magistrats. Que j'ai eu quelques accroches avec certains syndicalistes, mais pas avec les magistrats. Franchement, ils travaillent de manière souvent très discrète, souvent dans des conditions compliquées. Et puis c'est vrai qu'on leur complique souvent la tâche avec la médiatisation. Mais sur Claude Guéant sur Claude Guéant, il a été mis en examen, il n'est pas condamné. Je pense qu'il y aura... Enfin, je ne connais pas le dossier, mais il devra apporter d'autres éléments pour démontrer son innocence. Donc laissons le cours de la justice faire. Deux événements qui concernent Paris, les JO ou l'exposition universelle. C'est un grand débat. Vous êtes élu de Paris, on l'a dit tout à l'heure, de la mairie du 7e arrondissement. Vous avez choisi? Alors? Moi, je suis expo universelle à cause de la Tour Eiffel. Ah ben oui. Voilà. Et c'est vrai que la Tour Eiffel, elle avait été érigée à l'occasion d'une exposition universelle. Et moi, j'aime l'idée de l'exposition universelle parce que c'est toujours tourné vers l'avenir. C'est toujours les nouvelles technologies, c'est le progrès, c'est l'ouverture sur le monde. Donc moi, je suis... Donc vous votez exposition universelle. Ça n'exclus pas le... Non, mais il va falloir choisir. Si je préfère l'exposition universelle. Allez, une dernière image. Sivins, les zadistes, comme on dit, évacués. Ça a été bien géré, ce dossier, au final? Cette fois, oui, mais il faut quand même rappeler, il faut quand même rétablir l'autorité de l'État. Enfin, quand c'est interdit, c'est interdit. C'est-à-dire que moi, je trouve que les policiers, les gendarmes, les forces ils sont souvent malmenés parce qu'on est mou sur des décisions à faire respecter. Donc là, voilà, la décision sur le barrage a été décidée, a été prise. Donc maintenant, il faut que chacun... Vous dites bravo au ministre de l'Intérieur sur ce dossier-là. Alors, sur la sécurité, par exemple, sur la lutte contre la criminalité organisée, on travaille pas mal ensemble et il est plutôt sur notre ligne. On passe aux questions. Mais on est sur la même ligne. On passe aux questions SMS et réseaux sociaux. Où puisez-vous votre énergie? Est-ce que vous avez un secret? C'est tempérament, puis peut-être ma vie. Voilà. Je disais tout à l'heure, on ne change pas. Je suis comme ça depuis que j'ai 20 ans, j'espère que ça durera. Donc vous ne cherchez pas à corriger votre image, à changer ça n'a jamais été le cas, malgré tout ce qui a pu être dit, y compris vos propos introductif. Je n'essaie pas de changer, de revenir. Non, c'est pour ça qu'on boucle la boucle. Pas du tout. Voilà, ce sera Rachida Dati, c'est la rockstar de la politique, tout ça. Hein. Non, mais... Allez, le programme de la droite, c'est taper sur la gauche et on s'étonne que le FN monte.
un reproche que vous faites. Justement, mais il a raison de nous faire le reproche. Justement, c'est qu'on parle du fond, de l'emploi, de l'éducation, de l'autorité, de la sécurité, de la justice, de la construction de places de prison, de l'exécution des peines, de la réforme de l'école. Et je continue avec cette question qui est une remarque aussi. Quand parlerez-vous du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la dette, de la restructuration de l'État ? Mais on y est, c'est tout le sujet. Vous savez, la réforme de la carte judiciaire qui a été reconnue comme une réforme majeure, bien menée, avec les objectifs. Il y a un peu atteints. d'amertume quand même. Sur la façon dont vous avez été traité, dont vos réformes ont été appréciées. Non. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Claude Veil, c'est la caricature qui parfois pollue vos actions. Donc après, on est toujours sur l'écume des choses. Donc c'est très agaçant. Mais non, moi j'ai aucune amertume. Je suis ni nostalgique, ni amère, j'ai pas de ressentiment et j'ai pas de revanche à prendre. J'aime la vie, j'aime la politique et je continuerai tant que je peux. Bon, voilà. C'est dit. Pensez-vous qu'il faut négocier avec Bachar el-Assad ? Alors, moi, j'ai donné une interview en ce sens, c'est-à-dire que suite au déplacement des parlementaires. Aujourd'hui, quel est le résultat ? C'est-à-dire qu'on agissait, il fallait agir dès le début, mais comme aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en prise entre Daesh, l'État islamique, des groupes, d'ailleurs, des nébuleuses qui déstabilisent Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique. Ça s'est passé ces derniers jours. Vous savez pourquoi ? Parce que Boko Haram, les armées africaines, tchadiennes, nigériennes, camerounaises, ont fait une offensive vraiment d'envergure et d'ampleur contre Boko Haram. Ils ont fait échouer des opérations, donc ils sont en difficulté en termes de moyens humains ou financiers. Et c'est vrai que faire allégeance, c'est-à-dire que Daesh, aujourd'hui, pourrait leur assurer moyens humains ou matériels. Donc c'est moyen une bonne nouvelle de dire Boko Haram recule, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire que ça conforte le statut de Daesh. Donc il faut continuer à combattre. C'est pourquoi je disais, aujourd'hui, le gouvernement d'Assad, de toute façon, on a des contacts. Les services de renseignement, vous croyez qu'on ne parle pas avec le gouvernement d'Assad ? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc si c'est un moyen pour nous de rétablir et de lutter contre les persécutions et la barbarie qui est menée dans cette région du monde, pourquoi pas ? Manuel Valls continue de l'appeler le boucher. Manuel Valls, oui, d'accord, mais la boucherie... 200 000 morts. D'accord, ben voilà, la boucherie, elle est de part et d'autre, et peut-être plus d'un côté que d'un autre, d'ailleurs. Étiez-vous à la marche républicaine, et que reste-t-il de l'esprit du 11 janvier aujourd'hui ? Oui, j'étais à cette marche républicaine, et sur l'esprit du 11 janvier, c'est d'être vigilant et d'être unis pour combattre la barbarie. Et c'est tout le sujet que je vous disais au début, il faut désacraliser cette cause. Ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas un combat religieux. Moi, quand je vois que Daesh brûle vivant un pilote jordanien de confession musulmane dans une cage, est-ce que c'est au nom de l'islam tout cela ? Non, c'est de la barbarie. Donc arrêtons de dire comme islamo-fascisme, l'islam n'a rien à voir là-dedans. Donc il faut dire ce sont des barbares et des assassins. Sinon moi j'entends... Vous l'entendez dans votre parti, non, mais moi, hein ? mais j'entends par exemple des gens qui disent « Ah, mais ils ont peut-être défendu l'islam. » Non, c'est pas des combattants politiques, c'est pas des héros religieux. Voilà, ce sont des barbares. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder la question de l'islam en France ? Bien sûr que oui, mais bien sûr que... Moi, j'ai fait des propositions. Moi, je souhaite que, par exemple, il y ait une conférence des imams, de l'ensemble des imams de France, à l'instar de la conférence des évêques, qu'on puisse parler des sujets de société, parler des prêches. Le voile, par exemple, à l'université ? Vous êtes pour, vous êtes pour, il faut l'interdire, il faut... D'abord, on l'a interdit à l'école parce que les enfants sont mineurs, c'est normal. L'université, d'ailleurs, la conférence des présidents ne la souhaite pas, des présidents de l'université. Ce sont des gens majeurs, on accueille des étudiants étrangers. Si on pouvait un peu apaiser en ce moment, ça serait pas si mal. Voilà. Allez, accepteriez-vous de revenir au gouvernement en cas de victoire de l'UMP et à quel ministère ? D'abord, je ne suis pas dans la politique fiction, il faut déjà gagner. Et c'est pas gagné. Et c'est pas gagné. Et moi, je vais vous dire, si on gagne par défaut, la France sera ingouvernable. Et ça sera encore pire que si, effectivement, on perdait. Donc, il faut faire très attention. Il faut gagner sur des réformes, sur des valeurs confirmées, sur une droite assumée. Puis, il faut arrêter de tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus, ou par le FN, ou par le PS. Il faut assumer d'être à droite et qu'on gagne d'abord l'élection de 2017. Mais quand même, vous gardez de l'ambition pour vous-même ? Mais je garde de l'ambition pour mon pays. Ah non, ministre, je veux vous dire, j'ai eu tellement l'honneur d'être ministre de la Justice, comme dirait l'autre. C'était tellement improbable. Donc, j'ai savouré cet honneur. Je suis maire du 7e arrondissement. J'adore ce mandat, pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Rachida Dati. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Belle soirée sur France 5.